Alors, un tout autre sujet, un sujet sur un conservateur qui s'appelle la méthylisothiazolinone, qui va nous être présenté par mon confrère et ami Jean-François Fontaine, qui est médecin allergologue à Reims, président de l'Association nationale de formation continue en allergologie, plus d'autres multiples fonctions que je ne citerai pas pour ne pas le faire rougir. Et je fais également co-organisateur du Congrès français d'allergologie qui a lieu une fois par an à Paris, et qui est un très grand et très beau congrès, et qui va donc nous parler de cette méthylisothiazolinone dans notre environnement. Merci Jean-François. Merci Isabelle pour cette présentation très très flatteuse. Écoutez, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour partager lors de cette matinale du Collège d'experts de CIK nos préoccupations environnementales. Et je me présenterai peut-être tout simplement comme un médecin allergologue qui travaille en libéral et qui est attaché à l'hôpital dans un service de pneumologie et d'allergologie. Et à ce titre, comme tous mes confrères allergologues, je vois des patients qui souffrent non seulement d'allergies respiratoires, mais aussi d'allergies médicamenteuses, d'allergies alimentaires et d'allergies cutanées. Et si l'air est une préoccupation extrêmement importante de notre environnement, il faut s'attacher, bien entendu, et c'est l'objet de cette matinée, à la qualité de l'air que nous respirons, eh bien, il y a d'autres éléments de notre environnement qui méritent aussi notre attention, comme l'alimentation ou comme les multiples produits que nous utilisons et auxquels notre peau est exposée. Et c'est dans cette idée d'une prise en charge globale environnementale que les organisateurs m'ont proposé de vous parler, non pas d'un allergène uniquement aéroporté, uniquement présent dans l'air, mais d'un allergène de contact, pour l'essentiel de contact, qui est ubiquitaire, que l'on retrouve dans beaucoup de produits utilisés au quotidien, qu'il s'agisse de produits cosmétiques ou de produits ménagers ou industriels. Cette molécule, c'est la méthylisothiazolinone qui a défrayé la chronique allergologique au cours des dernières années. Et cette méthylisothiazolinone est un conservateur qui fait partie d'une famille, celle des isothiazolinones, avec une structure chimique commune et du moins une structure semblable. Et on va avoir essentiellement 4 molécules qui vont nous intéresser. La méthylisothiazolinone dont je vais vous parler, la méthylchloroisothiazolinone qui est un dérivé chloré, la benzylisothiazolinone et l'octylisothiazolinone. La méthylisothiazolinone et la méthylchloroisothiazolinone sont des conservateurs que l'on connaît depuis fort longtemps. Ils ont été largement utilisés sous forme d'un mélange dans un rapport 3:1, un mélange qu'on appelle Caton CG, dans les années 1980. Et ils ont été responsables de nombreuses allergies de contact en Europe, avec une prévalence qui a été estimée jusqu'à 3 à 8%. Et ont fait l'objet, dès les années 1980, de publications concernant de ces nombreuses allergies de contact. Du reste, c'est pour cette raison que peu de temps après, ils ont été beaucoup moins employés dans les produits cosmétiques et ménagers. Et à côté de cette méthylchloroisothiazolinone et de cette méthylisothiazolinone, 2 autres conservateurs, la benzylisothiazolinone et l'octylisothiazolinone, sont des conservateurs qu'on va plutôt retrouver dans le milieu professionnel ou dans des produits industriels comme des peintures, par exemple. Ces conservateurs ont fait l'objet également de descriptions d'allergies de contact, mais de façon beaucoup plus ponctuelle, beaucoup moins importante que la méthylchloroisothiazolinone et la méthylisothiazolinone. Ils sont sans doute un peu moins étudiés à ce titre, il y a un peu moins de description en fait d'allergie à ces conservateurs. Il y a néanmoins, c'est intéressant de le souligner,
possibilité d'observer des réactions croisées d'allergie, c'est-à-dire des réactions entre la méthylisothiazolinone et l'octylizothiazolinone, voire la benzylisothiazolinone. Réaction croisée, c'est-à-dire qu'une personne qui va être allergique à la méthylisothiazolinone pourra éventuellement réagir à ces autres conservateurs parce que la structure chimique ressemble un peu à celle de la méthylisothiazolinone. Alors, la méthylisothiazolinone qui nous intéresse aujourd'hui a fait l'objet de très très nombreuses publications au cours des dernières années, de très nombreuses publications d'allergies de contact. On a parlé au départ d'allergènes émergents parce qu'on a vu apparaître de nombreuses allergies, de plus en plus nombreuses à ce conservateur. On a vu apparaître en fait des cas d'eczéma de contact, des cas d'eczéma aéroporté. On en parlera aussi notamment lors de l'application de peintures à l'eau qui contiennent de la méthylisothiazolinone. Et les cas ont été de plus en plus nombreux au point qu'on a parlé d'épidémie. Vous voyez donc le dernier, en bas à droite, le dernier article dont j'ai repris le titre. On a parlé d'épidémie d'allergie de contact à ce conservateur. Alors, les allergies observées à la méthylisothiazolinone sont essentiellement des allergies cutanées à type d'eczéma de contact. On en a dans des cosmétiques, dans des gels douche, dans des shampoings, dans des lingettes, dans les produits ménagers. Vous voyez que ça peut donner essentiellement un eczéma. Alors, on n'est pas dans la mortalité observée avec les problèmes de qualité de l'air, mais on est dans une morbidité qui peut être importante et qui va gêner parfois de façon considérable les patients parce que sensibilisés par l'intermédiaire de lingettes ou par l'intermédiaire de produits cosmétiques par exemple, eh bien ils vont ensuite être ennuyés avec de très très nombreux produits qui contiennent ce même conservateur. On a observé également des eczémas aéroportés. Et, la petite fille que vous voyez en bas et à droite, en fait, a fait un eczéma aéroporté du visage après exposition à des vapeurs de peinture. Donc les appartements avaient été repeints en fait avec une peinture qui contient de la méthylisothiazolinone, et on peut avoir des eczémas de contact aéroportés avec ce conservateur. Et puis on a des cas également décrits de photosensibilisation, c'est-à-dire des patients qui réagissent à la méthylisothiazolinone lorsqu'ils sont parallèlement exposés au soleil. Il y a également décrit quelques cas d'allergie respiratoire avec des rhinoconjonctivites, éternuements qui coulent, les yeux qui grattent au contact, là aussi, de vapeur de méthylisothiazolinone, mais aussi des cas d'asthme qui ont été décrits. Donc il y a une potentielle toxicité, entre guillemets, respiratoire de ce conservateur qui va au-delà, finalement, des simples observations d'allergie cutanée. Alors, on a parlé d'épidémie, effectivement, au cours des dernières années, et d'épidémie à cet allergène, méthylisothiazolinone. Ces conservateurs avaient d'ailleurs été qualifiés d'allergènes de l'année par la Société américaine de dermatologie en 2013. Effectivement, après une réduction du taux de sensibilisation au mélange Caton-CG qui était utilisé auparavant et qui ne l'était plus justement, ou du moins qui l'était moins parce qu'on avait observé beaucoup d'allergies de contact, eh bien on a vu une nouvelle augmentation de prévalence de cette allergie à la MIT. Qui est liée à plusieurs facteurs. D'une part, une diminution de l'utilisation d'autres conservateurs comme les parabènes, dont certains avaient été suspectés d'être des perturbateurs endocriniens, mais aussi une diminution de l'utilisation du formaldéhyde, et qu'il a fallu, pour les industriels, remplacé par un autre conservateur. Et en l'occurrence, on est revenu à l'utilisation de la méthylisothiazolinone. Également une interdiction d'emploi du méthyldibromoglutaronitril, qui est un autre conservateur qui avait été interdit parce qu'il était lui aussi précisément allergisant. Et puis, on a utilisé la méthylisothiazolinone seule ou en association à d'autres conservateurs dont on ne sait pas s'ils peuvent potentialiser en fait l'effet sensibilisant de la molécule.
Toujours est-il qu'après une réduction initiale des sensibilisations, donc de la prévalence des sensibilisations à ces conservateurs, on a vu à partir des années 2000 une nouvelle augmentation. Et cette augmentation, elle est due aussi à l'introduction de l'AMIT dans de très très nombreux produits, dans divers produits cosmétiques. Elle a été autorisée à la concentration maximale de 100 ppm à partir de 2005 dans les cosmétiques, donc des produits d'hygiène, des déodorants, des produits pour bébé, des lingettes pour bébé, donc dans des maquillages, dans les produits ménagers, liquide vaisselle, lessive, adoucissant, etc. Et on la retrouve même dans des produits étiquetés bio. C'est un conservateur qui est vraiment ubiquitaire. On en a, comme je vous le disais, dans les cosmétiques, les gels douche, les shampoings, les après-shampoings, dans les produits détergents. Ça va du nettoyant multi-usage au bloc WC, auquel on n'est quand même pas trop au contact. Donc, les crèmes à récurer, les nettoyants pour les métaux. Donc, dans les produits de bricolage et en particulier les peintures. On en a donc dans des lessives, les adoucissants, les nettoyants textiles. Et puis, on en a même retrouvé dans certains produits de jeu et notamment dans des pâtes à modeler ou les pâtes slim qu'utilisent les enfants pour jouer. Alors, il n'est pas toujours facile pour le consommateur, notamment allergique, de repérer cette méthylisothiazolinone, de la même façon qu'il n'est pas toujours facile pour eux de repérer d'une façon générale les autres composants. Vous voyez qu'ici, en haut, dans un après-shampoing, on la retrouve tout en bas de liste des ingrédients. Et puis, on la retrouve là en bas, dans une lessive qui est connue pour être hypoallergénique et testée par des dermatologues. Donc, on en retrouve un peu partout. Ces allergies à la méthylisothiazolinone, on en a donc parlé sous forme d'épidémie. Et une des premières études françaises qui a été faite sur le sujet, c'était une étude rétrospective du Revidal, qui est le réseau de dermato-allergologie, de vigilance en dermato-allergologie, qui recense en fait les cas d'allergie de contact. Et cette étude, qui a été menée entre 2010 et 2012, chez 7874 patients dans 16 centres français différents, vous voyez que c'était quand même une étude relativement importante, rétrospective, qui concernait une majorité de femmes et avec un âge médian de 39 à 43 ans, mais des âges extrêmes, non pas de 7 à 77 ans, mais de 1 à 88 ans. Un an, on peut être sensibilisé à 1 an à la méthylisothiazolinone. Avait observé une augmentation du nombre de sensibilisations chez les patients testés, puisqu'on en observait 1,5% en 2010, pour arriver à 5,5% des patients en 2012. Et la prolongation de l'étude montrait qu'on était à 7,3% en 2013. Ces tests positifs chez les patients testés, en fait, étaient pertinents, c'est-à-dire correspondaient bien à des manifestations cliniques liées à l'exposition au conservateur dans plus de 80% des cas, et donc pratiquement 90% des cas. Et donc un allergène qui a augmenté en puissance, en fréquence, et qui était pertinent en fait lorsqu'on testait les patients pour leurs allergies de contact. Cette augmentation qui avait été observée en France a été observée un peu partout ailleurs. Alors ici, en Europe, vous voyez qu'en Allemagne, on est passé de 1,9% de sensibilisation chez les patients testés. Donc c'est les patients qui sont déjà recrutés pour bénéficier de tests parce qu'ils présentent une allergie de contact. On est passé de 1,9% à 4,4% en 2011 et à 6% en 2012. Au Royaume-Uni, même augmentation. Au Danemark et en Finlande, peut-être un petit peu moins, mais en tout cas une augmentation certaine dans tous les pays européens et même à l'autre bout du monde.
puisque dans cette étude publiée par une équipe australienne et publiée très récemment, vous voyez que c'est une publication de 2018, là encore une étude rétrospective menée sur 2787 patients entre janvier 2011 et décembre 2017. Donc on voit que il y a 14% des patients qui sont sensibilisés à la méthylisothiazolinone, dont un bon 3/4 qui ont une sensibilisation pertinente pour laquelle on retrouve des manifestations cliniques et une exposition. Et le pourcentage de sensibilisation est passé donc, dans cette étude de 4% à 20% entre 2011 et 2015. Alors, il semble diminuer en 2016 et 2017, et il semble que ce soit le cas également dans les autres pays que je vous ai cités, parce que cette potentiel allergénique de la méthylisothiazolinone a été publié, a été relayé auprès des autorités, a été également relayé beaucoup par la presse, et que l'utilisation est peut-être moins importante du fait de précautions prises par les consommateurs eux-mêmes et du fait d'une prise de conscience aussi des industriels qui commencent à l'utiliser un peu moins. Vous voyez que en Australie comme chez nous, les sources d'exposition à la méthylisothiazolinone sont diverses, avec notamment les shampoings, après-shampoing, les lingettes et les produits ménagers. Alors des précautions ont été prises en fait au vu de ces données. Donc je vous passe en fait les étapes législatives, mais pour ce qui est des cosmétiques, depuis février 2017, la méthylisothiazolinone est interdite d'utilisation dans les produits non rincés. C'est-à-dire les cosmétiques qu'on va par exemple appliquer et qu'on ne rincera pas, c'est les crèmes, c'est ce qui va être appliqué sur la peau sans être rincé. Pour les produits rincés, la concentration maximale autorisée est maintenant limitée depuis avril 2018 à 15 ppm, donc 15 particules pour 1 million, par million, soit 0,0015%. Et dans les produits industriels, une directive récente impose là aussi un étiquetage pour les produits qui parfois contiennent plus que 15 ppm, un étiquetage faisant mention de la présence de la méthylisothiazolinone, et de la mention peut provoquer des réactions allergiques. Alors ça, c'est les mesures qui ont été prises par les législateurs. Bon, il faut dire que les précautions, elles ont, et c'est souvent le cas, comme disait notre intervenant précédent, elles ont aussi été largement appuyées par finalement la société civile qui se faisait le relais en fait de l'inquiétude qui était grandissante parmi les médecins allergologues et les patients. Des conseils d'éviction, des précautions en fait avaient déjà été publiés dans la presse grand public, mais avec, et c'est là tout le problème effectivement de la médiatisation d'une allergie ou d'un autre souci de santé qui n'est pas directement géré aussi par les scientifiques et les industriels, avec parfois des approximations dans les messages qui étaient donnés. Bon, j'ai vu des papiers où on disait que 4% de la population était allergique à la méthylisothiazolinone. C'est pas 4% de la population, c'était 4% de la population testée parce qu'ils présentaient des eczémas. Donc de la même façon, on parlait pas forcément, on distinguait pas forcément potentiel sensibilisant et précautions à prendre par rapport à quelqu'un qui est déjà sensibilisé. Donc il y a, je pense, de la part à la fois des industriels et des professionnels de santé, un rôle à jouer en fait, en toute transparence, dans l'information qui est donnée aux consommateurs, et en particulier en ce qui nous concerne aux consommateurs allergiques.
Alors ces allergies à la méthylisothiazolinone nous ont posé quelques questions parce que on en a bien observé l'augmentation, mais on peut remarquer que la molécule finalement n'était pas classée comme d'autres le sont, comme des parfums par exemple, malgré un potentiel de sensibilisation équivalent à celui des substances classées. Donc il y a peut-être là aussi une démarche en amont à avoir quant à l'évaluation du risque de sensibilisation des molécules employées. On connaissait cette molécule comme sensibilisante dès lors, quand on avait observé des allergies de contact en grand nombre avec le caton CG. Le risque de sensibilisation par voie aéroportée aussi est très certainement moins bien étudié que celui de sensibilisation de contact, et il est peut-être sous-estimé. Parce que des personnes qui font un eczéma aéroporté après avoir été exposées à des vapeurs de peinture, par exemple, on ne pense pas forcément effectivement qu'il peut s'agir d'une allergie à ce conservateur. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on a déterminé un seuil, une concentration maximale de 15 ppm dans les produits notamment non rincés, mais qu'il est possible pour certains patients de réagir, des patients déjà sensibilisés, de réagir à la présence de la méthylisothiazolinone à concentration inférieure dans un produit qu'ils vont utiliser. Il y a une différence entre le seuil qu'on va déterminer pour éviter, ou du moins réduire le risque d'apparition de sensibilisation, et le seuil qui va être toléré par un patient donné déjà sensibilisé. Il y a donc, pour ces patients qui sont déjà sensibilisés, une nécessité d'éviction de toute façon, même en dessous du taux de 15 ppm, et donc une nécessité d'information systématique du patient. Et puis surtout, ça permet de pointer quand même le caractère faussement rassurant de certains étiquetages, les étiquetages sans, les étiquetages bio, qui ne sont pas du tout une garantie de l'absence d'allergènes dans des produits. Le sans parabène contient très souvent de la méthylisothiazolinone. Donc, ce qui est important, c'est l'information claire en fait des patients pour éviter ce type d'épidémie. Alors, pourquoi parler d'épidémie si on se prend au sens étymologique pur du terme, donc épi et sur et démos la population. En fait, l'épidémie, ça décrit l'apparition de nombreux cas d'une nouvelle maladie ou l'augmentation du nombre de cas d'une maladie existante dans une zone géographique ou une population donnée. Et donc, on parlait autrefois d'épidémie uniquement pour les maladies infectieuses, mais on en parle aussi pour le diabète, pour l'obésité. Enfin, maintenant, on parle d'épidémie pour ces pathologies qui augmentent de façon importante. Et là, on a un exemple typique de ce qu'on pourrait appeler une épidémie environnementale. Et contrairement aux épidémies infectieuses, où finalement on va acquérir une immunité contre le virus ou le microbe, et où la maladie va disparaître à la fois parce qu'on prend des précautions et parce qu'on a acquis une immunité contre le germe, en fait, dans le cadre des épidémies environnementales, elles perdurent tant que la population est exposée. Donc, c'est-à-dire tant qu'on a encore l'allergène en l'occurrence. Il y a une nécessité, dans ce type d'épidémie, entre guillemets, de réduire l'exposition de la population pour diminuer le nombre de nouveaux cas et d'exclure, on le disait, les allergènes pour les sujets déjà sensibilisés. En fait, ce qui apparaît dans ce type d'épidémie là, pour la méthylisothiazolinone, et je pense que c'est un peu le même problème pour la qualité de l'air dont on parlait tout à l'heure, c'est que la réduction de l'exposition va être d'autant plus difficile que la substance, ou du moins que les mécanismes pathologiques sont ubiquitaires et que les sources d'exposition dépendent de réglementations différentes. Là, on a une réglementation qui concerne les cosmétiques, on a une réglementation qui va concerner les détergents, on va avoir des réglementations très différentes, et on va avoir le même objet finalement en termes de réduction du risque, mais il va falloir s'adresser à des organismes différents et avec des législations différentes. Alors, ce type de problème en fait pointe le rôle essentiel du recueil et de l'échange d'informations. Et je crois que c'est vraiment l'objet là de la matinale, que de pouvoir échanger entre industriels et professionnels de santé, représentants des associations de patients aussi, sur les problématiques qui sont les nôtres, parce que nous avons chacun à la fois des problématiques
de contraintes industrielles, donc de réduction des risques pour les professionnels de santé, de transparence de l'information pour les consommateurs. Et donc il y a là tout à fait la place donc, pour un grand rôle de la communication entre professionnels et consommateurs. En conclusion, donc, je dirais que, en fait, on a vu une augmentation importante du nombre de sensibilisations à la méthylisothiazolinone qui a été liée à une utilisation beaucoup plus large en remplacement d'autres conservateurs. Et là où c'est intéressant, c'est que finalement, on peut y voir là un modèle d'épidémie environnementale, on pourra donc appeler ça comme ça. Elle souligne l'importance des échanges que l'on a entre professionnels de santé, industriels et consommateurs, et surtout la nécessité de diffuser une information qui soit scientifiquement validée et facilement accessible aux utilisateurs. Je crois qu'il ne faut pas hésiter, vous, nous, à communiquer, mais avec des arguments scientifiques pour éviter que ne soit, parce que ça sera de toute façon le cas lorsqu'on a ce type d'augmentation donc d'une pathologie, donc pour éviter que ce soit médiatisé, donc en dehors de tout contrôle du message, et que on ait des inquiétudes donc trop importantes par rapport à un risque ou insuffisamment importante par rapport à un risque, ou donc des informations qui ne sont pas forcément exactes, qui soient diffusées donc, via la presse grand public. En tout cas, donc, ça souligne, je pense, l'intérêt d'une démarche de transparence et de collaboration, donc, pour qu'il y ait un cercle vertueux de confiance qui s'installe entre consommateurs donc, et industriels, donc, et avec le soutien des professionnels de santé. C'est un peu le sens de la démarche qu'on avait mise en place il y a quelques années avec quelques collègues allergologues en créant une application et un site internet qui ont un peu vieilli, mais dont la charte graphique va être complètement refaite donc d'ici la fin de l'année, donc qui donne des informations concernant, scientifiquement validées, donc sur les ingrédients et la composition des produits alimentaires et cosmétiques, donc créé par des allergologues et qui était essentiellement connu des allergologues pour l'instant parce que bon, on ne sait pas trop faire en termes de communication, mais donc pour en avoir discuté avec nos collègues de l'ARCA, avec Patrick, donc d'Ancet, on s'est rendu compte que une démarche en fait de transparence et d'information contrôlée, donc dans le cadre donc d'un intérêt bien compris à la fois des industriels, des professionnels de santé pour leurs patients et des patients eux-mêmes et des consommateurs, eh bien était complémentaire de la démarche allergène contrôlée qu'avait mise en place l'ARCA, et on va essayer de promouvoir en fait une démarche qu'on appelle transparence contrôlée sur eSafe avec les conseils des médecins allergologues de l'ARCA, qui valide le fait que notre fichier de données, qui comprend pour l'instant 40 000 produits seulement, mais donc qui est renseigné de façon semi-communautaire, c'est-à-dire qu'un patient qui scanne un produit, qui ne le trouve pas dans la base, peut nous envoyer la photographie de la composition, et c'est nous qui rentrons l'information pour éviter qu'il y ait des problèmes de saisie. Donc en fait le but c'est que le but est avant tout que les industriels qui le souhaiteront puissent donc nous donner eux-mêmes en fait la composition des produits pour que donc dans une démarche de transparence le consommateur sache que cette composition est bien validée et bien saisie directement en lien avec l'industriel. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Si j'ai bien compris, la MIT a remplacé déjà des conservateurs qui posaient problème. Donc, ça veut dire que peut-être demain, on va remplacer la MIT par d'autres conservateurs ? C'est possible, c'est un risque, oui, effectivement. Alors, il n'y aura jamais de produits sans risque, donc, et y compris donc, pour les produits d'origine naturelle. Hein, donc, souvent, donc, les patients nous disent donc, mais je prends que du naturel. Je lui dis, bah oui, mais vous savez, il n'y a rien de plus naturel qu'un pollen ou qu'un chat, et malgré tout, vous pouvez y devenir allergique. Et bon, par contre, il y a des risques, effectivement, qui vont être moins
importants, donc qui peuvent être aussi contrôlés plus en termes de concentration, bon, pour des molécules plus que pour d'autres. Là, je pense qu'il y a besoin à la fois effectivement de l'avis des médecins allergologues, donc, et notamment c'est l'intérêt aussi des réseaux d'allergovigilance qui se mettent en place dans la profession, enfin qui sont déjà en place dans la profession et qui permettent de dire voilà, on a déjà eu tant de cas d'allergie décrits à tel ou tel ingrédient, mais c'est aussi le rôle aussi de la collaboration qu'on pourrait avoir avec des toxicologues aussi, puisque nous on n'a pas la compétence en termes de toxicologie, et je crois que là il y a vraiment une approche multiprofessionnelle et à avoir, oui, pour limiter le risque. Merci. Merci Jean-François. Oui, on voit qu'un conservateur en a remplacé un autre, donc, et qu'on a tout autant d'allergies, voire plus qu'avec les parabènes et ce qui a été utilisé avant. Le souci, effectivement, c'est l'information du consommateur, parce que quand on voit en grand sur un grand écran, comme ça, on peut à peine lire ce qui est écrit sur la composition des shampoings ou après-shampoings ou je ne sais quoi. Il est bien évident, quand on va faire ses courses au supermarché, alors déjà, c'est un peu rasoir d'aller faire les courses, mais alors si en plus, il faut prendre une loupe, voire un microscope pour lire les étiquettes, c'est vraiment très, très compliqué. Alors, les industriels répondent oui, mais nos packaging sont très petits. Comment est-ce qu'on écrit plus gros sur des tout petits flacons? Effectivement, la question se pose. Du coup, c'est vrai que de rassembler sur un système comme l'application eSafe de façon simple, claire, juste en scannant le code barre du produit et d'avoir de façon lisible les noms des produits, avec peut-être, comme on le fait pour les 14 allergènes alimentaires à déclaration obligatoire, une mention en gras, déjà ce serait un petit pas en avant pour mieux informer les consommateurs, parce que sinon ils sont complètement perdus. En plus, ce sont des noms chimiques. Alors les compositions des aliments, ça va, tout le monde sait reconnaître lait, œufs et cacahuètes, mais reconnaître méthylisothiazolinone ou limonène ou hydroxycitronellal, ça devient un petit peu plus compliqué quand on est néophyte. Donc je pense qu'effectivement cette démarche est très importante, et il faudrait effectivement réfléchir avec les gens qui fabriquent ces produits et qui les mettent sur le marché à peut-être avoir quelque chose d'un petit peu plus lisible pour les consommateurs. Oui, il y a des questions oui, sur ce d'où l'idée effectivement du label, avec oui, l'idée tout à de fait. pouvoir communiquer au travers de... Alors, il y a une question là et une question, madame, devant. Oui, bonjour. Je suis architecte, donc Caroline Maréchal. Je suis très heureuse des différentes interventions qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, qui en particulier sur la notion de lenteur d'adaptation, on va dire, de notre société aux problèmes que nous prenons de front. Ça devient d'autant plus criant là quand on fait la remarque que des conservateurs en ont remplacé d'autres. Je crois qu'il faut se poser la question de la réactivité de notre système de santé et de la liaison de ce que les professionnels de santé perçoivent avec ceux qui conçoivent ces produits, que ce soit les industriels ou les architectes ou les industriels qui fabriquent les produits dans le bâtiment. On manque cruellement de réactivité. J'ai retrouvé dans l'exposé qui concernait la qualité de l'air extérieur les mêmes échelles de temps qu'on peut trouver dans les problématiques de la qualité de l'air intérieur, c'est-à-dire que dans les années 95, il y a eu des cris, des appels à l'aide qui ont déclenché la création de l'OQAI en France. On a eu ensuite des publications qui ont permis de cibler des allergènes pas des allergènes, des polluants dans l'air intérieur avec les publications de l'AFSA. Et ça, c'était en 2004. Et les choses n'ont, à mon sens, pas... là, on peut vraiment parler de problèmes de réactivité. J'ai l'impression que le train a freiné et qu'on est là dans une phase où on est proche de l'arrêt et qu'on va pouvoir partir dans le sens inverse.
mais il faut vraiment se poser cette question de mise en réseau et d'échange d'informations entre les différentes parties prenantes pour réussir à produire une information de qualité qui permette surtout aux individus de se protéger. Oui, merci effectivement pour ces remarques. Et c'est vrai que comme vous l'avez compris, c'est exactement l'objet de ce collège d'experts, avec effectivement cet échange entre différents types de disciplines et également intergénérationnel, puisqu'on a également des étudiants. Et on est ravis évidemment de les avoir avec nous, parce que c'est eux qui vont assurer la suite. Et effectivement, avec une sensibilisation et une réactivité qu'on peut espérer s'améliorer. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Si je Oui, bonjour, Stéphane Lemasson pour Terragora. 3 questions brèves. La première, ces allergènes que vous avez mentionnés, monsieur, je ne me risquerai pas à reprendre le nom, c'est trop compliqué, n'étant pas pharmacien de formation. Est-ce que ce sont simplement des allergènes ou est-ce que ce sont des polluants qui pourraient avoir un impact sanitaire au-delà? Je pense en particulier à des pathologies comme le cancer. Est-ce qu'il y a des travaux de recherche sur ce domaine-là qui ont été réalisés? Ça, c'est la première question. Alors, polluants, oui, ils peuvent l'être, puisque certains sont, notamment la méthylisothiazolinone est volatile, qu'elle peut avoir des conséquences respiratoires par allergie, mais sans doute également par irritation, en fait, par effet irritatif. En termes de cancer, je ne saurais pas vous répondre parce que effectivement, je ne suis pas toxicologue et c'est tout le problème, effectivement, je crois, de l'importance du travail en réseau. Et donc, pour revenir à votre, pour vous donner également un complément sur ce que vous venez de dire, qui est tout à fait juste, je pense que le délai que l'on constate dans les prises de décision dans ce type de situation est lié non seulement, à plusieurs facteurs. Déjà, il faut qu'il y ait un nombre suffisamment important de cas qui soient rapportés pour qu'on puisse s'en inquiéter. Il faut que ce nombre de cas soit porté à la connaissance des médecins, donc pharmaciens, donc professionnels de santé qui vont découvrir de nouveaux cas. Parce qu'il faut parfois les chercher. L'examen aéroporté du visage chez des patients exposés à des peintures. Si on n'a pas connaissance effectivement de ce type de pathologie, on ne va pas forcément rechercher une allergie à la méthylisothiazolinone. Et puis, donc, il faut que ce soit publié. Donc, il y a le temps de la publication. Ensuite, il faut que les contacts soient pris avec les industriels, qui eux-mêmes ont leurs contraintes, donc aussi en termes éventuellement de modification de la composition. Et puis le législateur qui souvent intervient au vu de l'ensemble de ces données et bien souvent de la pression médiatique qui a pu s'installer et qui parfois fait passer des messages qui ne sont pas forcément les messages scientifiques initiaux. Parce qu'il vient s'y ajouter l'inquiétude, l'impression que si on met la méthylisothiazolinone en tout dernier de la composition, c'était pour la cacher. Enfin, donc il y a des patients qui, lorsqu'ils lisent une composition, disent mais pourquoi il y a tout ça? Est-ce que c'est pour que justement qu'on puisse pas le repérer? Donc je pense qu'il y a en tout cas des étapes effectivement qui expliquent les délais avec lesquels on répond à ce type de problème, mais que ces étapes, on peut les raccourcir effectivement dans des démarches collaboratives. Et on a vu notamment que, du moins en allergologie, les réseaux d'allergovigilance qui se sont mis en place en allergie alimentaire, en dermato-allergologie, permettent d'avoir très rapidement des signaux lorsqu'on a une augmentation de nombre de cas d'allergie, et puis de les diffuser assez rapidement à l'ensemble de la communauté allergologique pour exploration complémentaire. Et je pense qu'il y a intérêt aussi d'un travail de collaboration avec tous les autres professionnels concernés. Par exemple, il y a des patients qui vont signaler en cosmétovigilance des réactions directement au laboratoire concerné. Et ces données de cosmétovigilance, parfois, on n'en a pas forcément connaissance. Inversement, il y a des cas qui nous sont rapportés ou que l'on décrit, que l'on ne signale pas forcément effectivement à l'industriel concerné. Donc, il y a peut-être quelque chose à imaginer là. En tout cas,
c'est aussi une des choses que l'on peut imaginer si jamais donc on arrive à utiliser ces outils ces outils informatiques plus largement, c'est qu'on peut voir émerger des inquiétudes aussi. Si à nos patients on leur dit voilà, donc quand vous êtes allergique à la méthylisothiazolinone, recherchez-la dans les produits grâce à une application, il y en a d'autres, mais grâce à une application donc scan de code barre, on va voir augmenter le nombre de requêtes concernant tel ou tel ingrédient. Et là, ça peut être aussi un signal faible qui nous dit attention, il y a peut-être quelque chose qui se passe de ce côté-là, il y a peut-être une augmentation de l'inquiétude, légitime ou pas, vis-à-vis de tel ou tel ingrédient. Ma deuxième question, vous avez appelé de vos voeux une sensibilisation du grand public et en particulier une application des professionnels de santé. Je pense en particulier aux professionnels de santé du premier recours, que sont justement les pharmaciens d'officine, que sont les médecins généralistes. Concrètement, comment verriez-vous leur rôle dans cet effort de sensibilisation, et quelle place relativement pourrait jouer une institution telle que l'ARS qui a de manière quinquennale des plans régionaux de santé, les fameux PRS? Et puis j'en profite, parce que si, comme vos réponses sont longues, je ferai une question courte. La troisième question est toute simple. Vous avez dit qu'il y avait eu un abaissement du taux de ces molécules, je crois à 15 si je l'ai bien noté. Est-ce que ce taux est suffisamment protecteur, ou est-ce qu'il faudrait aller encore plus loin dans l'abaissement? Merci. Alors, je vais essayer d'être court. Je pense que les pharmaciens, les pharmaciens ont un rôle important, je pense, à jouer dans le domaine, ne serait-ce que par le recueil d'informations et l'échange qu'ils ont avec les patients. Parce que nombre de patients leur disent je suis intolérant à telle ou telle molécule, et là ils ont tout à fait un rôle à jouer. Je pense qu'on va essayer d'aller vers eux, justement pour diffuser cette nécessité de recueil d'informations. Donc pour ce qui est du taux de 15 ppm, l'ARS, oui. Alors après, l'ARS a beaucoup de projets, mais je pense qu'elles peuvent avoir un rôle dans la diffusion, effectivement, de ce type de démarche et avoir un rôle facilitateur, notamment en termes de communication pour la mise en place de ces démarches. Peut-être à titre expérimental dans une ou deux régions avant de l'étendre plus largement. Donc pour ce qui est du taux de 15 ppm, c'est quelque chose qui a été déterminé, mais de façon pas empirique, mais qui a été déterminé au vu de ce que l'on savait de la précédente épidémie avec le Caton CG, qui est un taux qui est censé limiter le nombre d'apparitions de nouvelles sensibilisations, donc de réduire le potentiel allergisant des produits qui en contiennent. Mais pour les patients qui sont déjà sensibilisés, il n'est pas suffisamment protecteur parce qu'on peut très bien réagir à des doses inférieures. Et est-ce qu'on peut imaginer des produits avec un flaconnage évitant le contact de l'oxygène avec le produit et peut-être éviter les conservateurs ? Oui, il y a ça peut s'imaginer. Il y a un laboratoire de dermocosmétiques qui a développé un système de ce type-là et qui dit que ça lui permet d'éviter l'utilisation de conservateurs. Mais ce n'est pas possible pour toutes les galéniques, en fait, je pense, de produits. Merci beaucoup. Je suis désolé. Alors, vraiment, une question courte. Oui, c'était pas vous, mais oui. Alors, ce sera très court. Mais on va Non, mais c'est un mot de synthèse sur les deux exposés. Dans les deux cas, vous avez un problème de la version de la charge de la preuve. C'est-à-dire que effectivement, c'est long de revenir en arrière parce que la preuve n'est pas faite sur la non-toxicité. C'est plus facile de le faire lorsqu'on a des interlocuteurs de droit privé, c'est-à-dire des entreprises qui sont quand même sensibles. Mais par rapport à l'autre sujet, c'est la puissance publique qui est en cause et qui est appuyée sur le modèle de la consommation et de la société, comment dirais-je, en développement infini, que vient barrer le droit de l'environnement. Et c'est extrêmement long d'arriver à un résultat, il faut bien le comprendre. Mais c'est pourquoi que des opérations comme ça, ou des opérations de la société civile, sont absolument indispensables. Merci. Alors voilà, vous posez votre question.
Mais s'il vous plaît, très courte. On va faire un quart d'heure de pause dans un instant. Bonjour, Mathieu Jotreau, l'Arbre Vert, donc industriel et metteur sur le marché de produits détergents et cosmétiques, sans méthylisothiazolinone depuis bientôt 15 ans. J'aimerais partager, je suis désolé, ça ne va pas être très court, mes inquiétudes par rapport à 3 questions. Vous disiez justement l'augmentation des études sur la méthylisothiazolinone qui a conduit du coup à la suppression partielle dans certains cas de la part des industriels, au profit notamment de benzylisothiazolinone et octylizothiazolinone. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'intention de faire plus d'études sur ces conservateurs-là pour éviter justement qu'on remplace à nouveau des conservateurs sensibilisants par d'autres, puisque nous, on estime que tous les isothiazolinones ont un potentiel de sensibilisation. Donc ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, par rapport justement à comment nous, les industriels, nous avons un rôle de communication de tout ce qui pourrait être sans méthylisothiazolinone. Il faut savoir que dans les produits cosmétiques, nous n'avons plus le droit de communiquer sur par exemple, sans méthylisothiazolinone, puisque le règlement cosmétique autorise la méthylisothiazolinone sur les produits cosmétiques à rincer à hauteur de 15 ppm. Donc, à partir de là, nous n'avons plus le droit de communiquer sur sans méthylisothiazolinone, par exemple. Et ma troisième question, par rapport au label transparence contrôlée. Donc, vous parlez de scanner un produit cosmétique. Demain, comment faire lorsqu'il va y avoir un changement de composition sur ce produit cosmétique-là? Le code barre ne va pas changer, mais la composition va pouvoir changer. Et donc apparaître possiblement des conservateurs ou des produits sensibilisants ou allergisants. Comment faire justement pour pouvoir mettre à jour régulièrement la base de données et de manière qui soit relativement courte dans le temps pour éviter justement la confusion auprès des consommateurs. Oui. Alors Jean-François, 3 questions. Première question, donc benzylisothiazolinone et octylizothiazolinone, bon, effectivement, remplace donc la méthylisothiazolinone, mais plutôt dans les produits industriels ou donc ménagers, pas vraiment dans les produits cosmétiques, et ils apparaissent moins volatiles déjà que la méthylisothiazolinone, donc peut-être moins susceptibles en tout cas de donner des problèmes respiratoires, mais ils peuvent donner des problèmes cutanés. Et bien entendu, on va y prêter attention. Donc, mais le problème, c'est que on va voir si on a des cas donc qui apparaissent. Encore faut-il pouvoir tester les produits. Et donc là, on a un deuxième souci, c'est que la méthylisothiazolinone, elle nous est fournie sous forme standardisée par des laboratoires, donc avec des concentrations qui sont considérées comme pertinentes pour détecter une sensibilisation sans avoir d'irritation. Donc dans nos tests, il faut qu'on ait la même chose pour la benzylisothiazolinone et pour l'octylizothiazolinone. Et c'est une étape supplémentaire à rajouter au délai dont on parlait tout à l'heure. Donc la deuxième chose, donc c'est donc vous m'aviez posé donc la question des sangs. En fait, c'est vrai que le sang est très trompeur finalement pour le consommateur et donc n'est pas garant qu'il n'y a pas autre chose donc qui soit potentiellement problématique. Et donc c'est tout l'intérêt d'une démarche d'information complète, mais scientifiquement validée, c'est-à-dire sans priori dans son parti pris vis-à-vis de tel ou tel ingrédient, dire voilà, on a décrit telle ou telle chose ou pas. Donc quand on scanne le produit et qu'on recherche s'il y a tel ou tel ingrédient, on va voir s'il est présent ou pas, on peut regarder s'il y a des informations sur le sujet. La troisième chose, en fait, c'est pour ce qui est du changement de composition. En fait, si l'industriel nous communique la composition et les codes barres de ces produits, notamment dans le cadre de ce qu'on imagine être la démarche transparence contrôlée, qui informe le consommateur que précisément l'industriel les communique en temps réel. En fait, il suffit qu'il nous envoie le fichier, ça écrase le fichier précédent et donc on remet à jour la composition. Ce que l'on fait aussi, c'est qu'on ajoute un certain nombre de synonymes
aussi, donc qui peuvent donc parfois tromper donc notre, enfin du moins donc pas tromper au sens tromperie, mais donc qui peuvent tromper notre consommateur allergique. Par exemple, quand il va chercher parabènes, si donc l'application trouve dans la la composition para-hydroxybenzoate de méthyle, ça va lui indiquer qu'il y a des parabènes. Donc en fait, on va un peu plus loin aussi que l'étiquetage qui figure sur le produit qui est parfois donc problématique parce que on le disait notamment avec les cosmétiques, vous l'avez vu tout à l'heure, le packaging est des fois extrêmement petit. Il y a une obligation d'étiquetage de tous les ingrédients, donc on se retrouve avec des listes qui sont parfois illisibles. Oui.